Bonjour à tous, donc je suis Manuel Burla, FCBA. Donc aujourd'hui, le programme de ce webinaire, donc on va déjà parler des titulaires acerbois pour voir où ils se trouvent. On aura une petite animation là-dessus. Après, on parlera du bois lamelé collé en termes d'approvisionnement de bois, le bois français, la maîtrise de la traçabilité. Après, on vous passera un petit film sur l'audit, comment se déroule l'audit chez un titulaire certifié. Et puis donc ensuite, comme le disait Stéphane, la présentation de 3 ouvrages de référence par les sociétés Matisse, Brillant Construction Bois et Arbonis. Alors, les titulaires acerbois, où se trouvent-ils? Ils se trouvent tous en France. Donc vous allez voir sur l'animation, 24 titulaires aujourd'hui de cette certification répartis un petit peu sur tout le territoire français, avec 4 grandes zones. Donc, la zone nord-ouest qui aujourd'hui regroupe la plus grande partie des titulaires. Également au nord-est, avec 2 entreprises qui se trouvent Alsace et Vosges. Quelques entreprises également dans le sud-ouest et puis également dans le sud-est. Donc, on voit quand même qu'on a une couverture nationale avec ces 24 titulaires, donc sur l'ensemble du territoire français. On n'a pas d'entreprise certifiée dans les territoires ou départements d'outre-mer. Donc, ces entreprises certifiées acerbois, elles se trouvent donc en France et elles utilisent évidemment du bois pour travailler. Donc, ce bois, quelque part, d'où vient-il? Et quel est-il, ce bois? Les bois approvisionnés sont majoritairement à base de résineux, historiquement à base de résineux pour le lamelé collé. Les essences résineuses, ça va être évidemment l'épicéa qui est l'essence la plus représentée, mais également des essences comme le Douglas, le mélèze, le pin sylvestre et le pin maritime. Et puis, on va trouver un petit peu de feuillus, quelques pourcents du volume fabriqué se trouve en feuillus aujourd'hui. Et les 2 essences qu'on va retrouver, ce sont le chêne et le peuplier. Sachant que d'un point de vue réglementaire, le peuplier est la seule essence feuillue qui rentre dans le domaine d'application de la norme réglementaire. Le chêne, c'est une spécificité de la certification acerbois. Ce n'est pas dans le domaine réglementaire, mais uniquement dans le domaine de la certification volontaire acerbois-glulam, qui fixe les règles de la qualité et les spécifications techniques sur du lamelé collé à base de chêne. Aujourd'hui, les bois utilisés sont quand même majoritairement, en tout cas pour les essences résineuses, approvisionnés des gisements scandinaves, Suède, Norvège, Finlande. Sachant que ces sources d'approvisionnement-là garantissent quand même une bonne gestion des forêts, bien entendu, et avec une logique généralement d'un arbre de couper, 3 de planter. Ces essences-là, on peut aussi quelque part les diviser en 3 catégories. Et surtout du point de vue de la durabilité biologique. Des essences comme le sapin et l'épicéa, notamment, vont généralement répondre à des classes d'emploi, enfin des usages en classe d'emploi 2. Donc, pour ce faire, il faudra qu'elles reçoivent un traitement de surface que l'industriel titulaire mettra en œuvre, soit par traitement, soit par aspersion, soit au badigeon. Et puis après, vous avez également les essences pour répondre à des classes d'emploi plus exigeantes, comme notamment la classe 3.2, qui est donc une utilisation en extérieur non protégée. Et là, généralement, on va utiliser des bois qui sont traités par imprégnation, donc du Douglas avec aubier, du pin maritime ou du pin sylvestre. Et puis, on a également la possibilité, avec l'essence Douglas, de faire de la classe d'emploi 3.2, donc sans traitement, uniquement grâce aux qualités intrinsèques du Douglas, hors aubier, évidemment, désaubieré. Donc là, on peut mettre du lamelé collé à base de Douglas sans aubier, sachant que dans ce cas-là, le risque thermite n'est pas pris en compte puisque le Douglas reste sensible quand même au risque thermite. Le mélèze donne aussi cette possibilité-là, mais les volumes à disposition sont beaucoup moins importants aujourd'hui.
Aujourd'hui, un constat, c'est que l'utilisation du bois français dans la fabrication du lamelé collé, et particulièrement chez les titulaires acerbois, est minoritaire, mais elle tend à se développer. Alors, pourquoi elle se développe? Bon, aujourd'hui, elle représente à peu près entre 8 et 10% des volumes utilisés, des volumes de bois rentrés par les entreprises. Mais la tendance, qui est largement portée par les démarches gouvernementales, et notamment la règle énergétique 2020, mais également d'autres règles, d'autres démarches, et puis évidemment la volonté de réduire l'empreinte carbone et donc de se positionner plutôt sur des circuits courts, bah, serait au minimum quelque part de tripler ce volume de bois entrant en bois français pour atteindre peut-être une trentaine de pourcents d'ici à 10 ans. Donc aujourd'hui, la ressource nationale, elle permet de répondre à cette demande, on le verra dans les slides d'après. Et en plus, le massif forestier français présente aujourd'hui de beaux et grands volumes à maturité d'exploitation, sachant qu'un résineux, pour qu'il soit intéressant aussi d'un point de vue environnemental, doit être exploité à peu près à 40 ans au maximum, parce qu'après, finalement, elle continue de consommer du carbone, mais elle est moins intéressante d'un point de vue environnemental qu'un bois qui est jeune et qui est en pleine croissance. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la forêt française, c'est 3/4 de feuillus en surface et 1/4 de résineux. Et on est sur une logique d'accroissement annuel d'à peu près 85 000 hectares en moyenne. Alors, quand on dit accroissement annuel, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en fait que les massifs forestiers, qui sont nombreux en France, vous le voyez là sur la carte, ce qui est signalé en vert, c'est les forêts à dominante de feuillus, en rouge, c'est les forêts à dominante de résineux. Donc, on voit les grands massifs de résineux que sont le bassin aquitain, l'Auvergne massif central, le sud-est et puis également Jura et Vosges. Ces volumes-là, en fait, sont de plus en plus disponibles, puisque finalement, contrairement aux idées reçues, depuis un siècle, la surface forestière en France augmente chaque année. Donc, on a plutôt tendance à penser qu'on défriche et on a de moins en moins de forêts en France. C'est complètement faux, puisque finalement, en un siècle, la surface a largement grandi. On le voit là sur les cartes. On voit des zones qui étaient finalement avec des présences de surfaces forestières modestes, sont devenues de fortes régions à gisements forestiers. On voit notamment dans le Massif central cette évolution de couleur qui montre bien qu'il y a une vraie évolution. Bon, évidemment, le cas de la Lorraine et de l'Alsace est en particulier, puisque en 1908, elle n'était pas, et je vois Monsieur de Tadeo sourire, cette entreprise alsacienne. Donc voilà, le cas particulier de l'Alsace jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc voilà, la surface forestière, elle augmente. Donc aujourd'hui, on a de la matière qui est disponible. On a également des entreprises de scierie qui sont là aujourd'hui sur le territoire français. Vous le voyez là sur la carte. Elles se situent grosso modo dans les zones où vous allez trouver les gisements forestiers importants, hein, donc dans le nord-est, centre, sud-est et évidemment le bassin aquitain, mais également ailleurs. Donc aujourd'hui, on a aussi les capacités de scierie et on a là, je dirais, à disposition une partie de la forêt française qui pourra alimenter cette volonté donc de multiplier par 3 les volumes de bois français consommés dans l'industrie de la construction. Dans la marque Acerbois-Glulam, il y a une exigence, c'est évidemment d'utiliser des bois qui puissent prouver que leur origine, leur source de prélèvement n'est pas controversée. Donc pour ça, aujourd'hui, ça s'appuie sur 2 certifications qui sont des certifications particulières à la gestion durable des forêts, donc que sont PEFC qui a été créé en 1993 et FFC, beaucoup moins présent sur le territoire français en 1999. Donc, c'est des certifications internationales, comme vous le voyez. Bon, il y a à peu près 8 millions d'hectares aujourd'hui qui sont certifiés PEFC et puis à peu près 40 000 hectares FFC. Ces 2 dispositifs-là permettent de garantir que le prélèvement est fait sur des zones qui ne peuvent pas être considérées comme controversées.
Donc aujourd'hui, 90% des bois au minimum qui rentrent en approvisionnement chez les titulaires à serre-bois doivent pouvoir prouver qu'ils sont FFC, PFC ou un dispositif équivalent. Ce qu'il faut retenir aussi dans un serre-bois, c'est évidemment la traçabilité. Donc ça, la traçabilité, c'est quoi? C'est évidemment, on vient d'en parler, de l'origine des bois. Et d'ailleurs, je rappelle que la traçabilité est un des axes forts de la certification à serre-bois, au même titre que l'engagement environnemental ou l'audit in situ qu'on verra après. Mais la traçabilité est vraiment une volonté forte d'Acerbois de prouver qu'elle peut transmettre les éléments qui sont propres à la fabrication d'un produit ou à l'utilisation des matières premières pour fabriquer ce produit. Donc aujourd'hui, quand vous avez une poutre lamelée collée qui sort de chez un titulaire, le titulaire sera en mesure de transmettre tous les éléments qui sont liés aux éléments de traçabilité de cette poutre-là. C'est-à-dire que toutes les lamelles constituantes, on sait pertinemment de quel lot de bois elles ont été issues, quelles étaient les caractéristiques de ce lot de bois-là, quelle était la série d'approvisionnement, la classe mécanique, toutes les informations sont présentes aujourd'hui, c'est vraiment parfaitement tracé et identifié. Et puis évidemment, ils y associent leurs données propres qui sont les données de fabrication. Donc aujourd'hui, il est clairement possible et facile de retrouver toutes les informations qui sont liées au bois utilisé pour fabriquer le lamelé collé. Et ça, c'est un des axes forts d'Acerbois, c'est de pouvoir le garantir. Donc maintenant, on va vous montrer une petite vidéo qui dure à peu près 4 minutes et qui va vous montrer de manière assez rapide, qui va condenser ce qu'est un audit chez un titulaire. L'audit dure en règle générale une bonne journée. Là, on va vous le résumer en 4 minutes et vous allez voir quelles sont les différentes étapes qui peuvent être auditées et vérifiées par les auditeurs, que ce soit du FCBA ou de Ginger CEBTP, qui sont donc les deux organismes d'audit qui interviennent pour Acerbois. Stéphane, je te laisse lancer la vidéo. L'audit consiste à vérifier que l'ensemble des exigences du référentiel sont respectées. Les contrôles portent sur les composants et matières premières, les différentes phases de fabrication, les vérifications menées par le titulaire ainsi que la qualité globale des produits. La vérification de la qualité des bois est primordiale. En effet, les performances mécaniques du bois lamelé dépendent en très grande partie de la qualité des bois utilisés. L'origine géographique et le sourcing non controversé, certification PEFC ou FFC, est également contrôlée à ce moment-là. La phase d'aboutage est particulièrement vérifiée car la performance mécanique du bois lamelé passe aussi par la maîtrise de la performance de cet assemblage. C'est aussi l'occasion de réaliser le prélèvement des lamelles aboutées pour l'essai de flexion réalisé dans le laboratoire de l'organisme de suivi. Les éprouvettes sont identifiées par scellé, puis expédiées. Tous les paramètres et étapes de la fabrication des poutres sont vérifiés. Température et humidité d'ambiance, température et humidité des bois, pression de serrage, dimension des lamelles, température des joints pour les collages à haute fréquence, anthrax des points de serrage, etc. La phase d'usinage des poutres, rabotage, taillage, traitement, est également l'occasion de réaliser des contrôles. La dimension des aboutages et la qualité d'assemblage de ceux-ci, ainsi que le positionnement et la profondeur des rainures de détente sont vérifiés à ce moment-là. Vient ensuite le moment de contrôler les enregistrements internes du titulaire. Ils peuvent être les résultats et interprétations d'essais, les contrôles quotidiens des températures et humidités des différentes zones de stockage et de fabrication, les éléments liés à la métrologie, mais aussi les bons de livraison des différentes matières premières. La transparence de l'entreprise est totale. Aucun document ou donnée n'échappe aux vérifications menées par l'auditeur. La dernière phase de l'audit se déroule dans le laboratoire interne du titulaire. On y retrouve les éprouvettes prélevées quotidiennement par l'industriel. Celles-ci comportent les références de fabrication afin d'assurer la traçabilité des données. L'auditeur assiste généralement à la réalisation d'un essai. Cela lui permet d'apprécier la compétence du personnel de laboratoire. Vous voyez ici un essai sur un banc de flexion 4 poids avec une lamelle aboutée, puis ensuite le matériel permettant de réaliser les essais de qualité de collage par délamination. Une fois l'audit terminé, et avec que l'ensemble du rapport soit soumis au responsable de la certification Acerbois pour validation, l'auditeur prépare sa demande d'essai et avertit le laboratoire de l'arrivée des éprouvettes prélevées.
Une fois les résultats obtenus, la décision du maintien pourra être prise. La première phase du processus est la réalisation du contrôle à réception afin de s'assurer que les éprouvettes reçues correspondent bien à celles prélevées. La seconde phase consiste à placer les éprouvettes dans des chambres climatiques thermorégulées afin de les stabiliser de manière homogène à 12% d'humidité. La dernière phase est la réalisation de l'essai proprement dit. Les lamelles aboutées sont soumises à l'essai de flexion 4 points qui permet de vérifier la résistance mécanique de l'assemblage. Les tronçons de poutre sont quant à eux soumis au rude essai de délamination qui consiste à tout d'abord saturer les éprouvettes d'eau dans une autoclave, puis à les sécher violemment dans une ambiance très chaude et très sèche avec déplacement d'air. Cet essai permet de vérifier le haut niveau de qualité des collages entre lamelles. Donc maintenant, nous allons avoir les 3 présentations d'ouvrages. D'abord avec David Cranier, directeur de Brillant. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du chantier du marché international de Rezé. Donc, c'est à côté de Nantes, région Pays de Loire. Donc, Stéphane, tu peux bouger les slides. Merci. Donc, en fait, le maître d'ouvrage, c'était Nantes Métropole, donc, qui souhaitait donc déménager le site historique qui était sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent Nantes, et qui va laisser place au futur CHU de Nantes. Donc, l'architecte, c'était Eric Giudice, donc l'architecte à Paris, et qui était accompagné par le bureau d'études OTE. Donc, en fait, ce projet donc, est immense. Donc, il est au bord du périphérique nantais, donc sur la ville de Rezé. Donc, ça permet tous les transferts et toute la logistique liée au marché d'intérêt national. Donc, il est décomposé, je dirais, de 3 grandes halles indépendantes qui font 350 mètres de long. Donc, c'est un projet plutôt ambitieux qui s'est déroulé donc, entre 2018 et 2019. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tout ce qui est bâtiment frigorifique, donc c'est plutôt les 2 halles qui sont de part et d'autre de la halle centrale. Donc, elles sont réalisées donc, en béton précontraint. Donc, c'est lié aux températures et puis la présence de chambres froides. Et par contre, la halle principale donc, qui était au milieu, donc qui est ouverte vers l'extérieur, elle a été réalisée en bois. Et donc, on va voir au fur et à mesure donc, des slides la constitution du chantier et puis le résultat final. Donc, cette halle fait à peu près 20 000 mètres carrés, donc sur 350 mètres de long. Donc, on devine sur la photo en partie haut à gauche, donc ça c'est 1/3 du projet. Donc, on voit la composition. Et sur l'image de droite, donc on voit un peu la complexité de ce projet avec un enchevêtrement d'éléments en bois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le bois qui a été utilisé, donc c'est de l'épicéa. Et donc, le volume de cette charpente, c'est à peu près 2280 mètres cubes et qui ont été réalisés donc, par notre société donc, à moins de 20 km du site du futur mine de Rezé. Donc, ce qui était particulier, c'est que nous avions 40 poutres de 42 mètres. Donc, tout ça a été transporté par convoi exceptionnel. Donc, c'est un peu l'intérêt du bois lamellé collé, en fait, c'est de pouvoir avoir des poutres de grande longueur. Bon, globalement, les poutres vont de 20 mètres jusqu'à 50 mètres pour la plupart des titulaires. Donc, ce qui peut être intéressant quand vous voulez éviter d'avoir des poteaux. Ici, les poutres faisaient 42 mètres, mais par contre, étaient sur 3 appuis. Donc, on avait des poteaux béton aux extrémités et puis aux 3/4, donc en alternance. Ce qu'on peut un peu imaginer sur l'image de droite, on avait un poteau métallique, donc qui permettait aussi de réduire un peu l'épaisseur la hauteur de la poutre, puisqu'on était sur 3 appuis. Donc en fait, maintenant vous voyez un peu le résultat final de cette halle qui fait 350 mètres de long, qui est ouverte donc, de chaque côté. Ici, c'est les échanges qui ont lieu entre les producteurs de légumes et donc les différents coursistes. Et on voit donc il y a par un jeu donc, de travail qui a été fait par l'architecte avec des éclairages en toiture. Donc on voit un peu la mise en valeur de cette charpente bois qui apporte un peu de chaleur dans ce bâtiment qui est assez long et qui pourrait être froid puisqu'il est ouvert de chaque côté. Alors, en termes de technique, qu'est-ce qui est important? Donc là, on a des poutres de grande longueur. Donc déjà, c'est une première chose. Il faut être vigilant par rapport à ça.
donc par rapport au collage et aux aboutages. Donc, c'est les audits qu'on a régulièrement. Donc, on est audité 2 fois par an, comme disait Emmanuel tout à l'heure. La particularité de ce dossier-là aussi, c'est que quand on regarde le nœud sur la partie gauche, à l'origine, le bureau d'études avait imaginé d'avoir ici donc, une pièce métallique avec 6 branches pour prendre chaque élément, et avec un encastrement. Et donc, nous, on a fait plutôt un choix différent. Quand on regarde la vue en plan à droite, donc vous avez des grands éléments donc, qui sont les poutres en violet. Donc ça, c'est les poutres de 42 mètres, qui, elles, donc, sont portées par 2 poteaux béton aux extrémités, un poteau métallique en quinconce aux 3/4 de sa portée. Et donc, on a ces poutres qui sont rythmées. Hein. Et entre ces poutres, donc, on a mis des éléments donc, on voit qui sont en rouge, qui sont des éléments qui portent de poutre à poutre et qui vont permettre aussi de porter des éléments plus petits qui sont en bleu sur l'image. Et donc ça nous a permis de ne pas faire d'encastrement, parce que les encastrements, généralement, sur des grandes hauteurs de poutre, amènent des soucis de fissures et autres. Et donc cette technique, cette conception a permis d'éviter ce genre de sujet. Et en fait, aujourd'hui, la plupart, donc, la grande majorité donc, des entreprises à Serbois possèdent en interne donc, leur propre bureau d'études, qui connaissent bien le produit et le matériau. Et donc, on travaille avec tous les Eurocodes et puis en même temps, on connaît bien notre matière et on sait l'optimiser, la travailler au mieux pour chaque projet. Bien, bonjour. Donc, je suis Éric de Tadeo, je suis directeur industriel de la maison Matisse en Alsace. Je vais vous parler du chantier Grand Palais éphémère qui a été réalisé l'année dernière sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Pour une maîtrise d'ouvrage qui est Gel Evans et architecture Villemotte. Donc, je vais vous exposer en l'occurrence la technique utilisée, qui est une technique de charpente treillis bois mise en œuvre pour la réalisation de cet ouvrage et qui a permis de réaliser l'ensemble de l'opération en 3 mois de levage sur le chantier. Donc, ce bâtiment est un bâtiment événementiel, donc ERP, de 10 000 m², constitué d'une grande nef de 50 mètres de portée, d'une petite nef de 30 mètres de portée en perpendiculaire, et une croisée centrale qui, de fait, était réalisée avec 2 arcs de 65 mètres. La technique utilisée, on l'a dit, c'est la charpente treillis bois, qui a nécessité 1574 m³ de bois lamellé collé épicéa Acerbois Glulam, certifié Acerbois Glulam, en épicéa GL24 et GL28, dont 285 m³ de collage de blocs. 65 m³ de bois lamellé collé Acerbois Douglas GL24 pour les pignons, du moins pour les avant-toits sur les côtés extérieurs. Dans ce chantier-là, on a également utilisé donc 274 m³ de CLT pour produire les planchers qui sont en mezzanine et qui permettent, sur un système propriétaire PNM, d'avoir des portées de 11 mètres libres. Et 156 m³ de panneaux 3 plis pour les protections au feu des assemblages, des assemblages de treillis. Cette petite ouvrage a nécessité également 150 tonnes donc, de poteaux et de connecteurs liés effectivement aux besoins des assemblages de charpente bois qui étaient entièrement produits dans la maison. On peut changer de slide. Merci. Donc, si on regarde effectivement par cette vue de profil, ce qu'on peut voir, c'est l'emprise des différents treillis, donc portant bien sûr des membrures hautes et des membrures basses, qui sont jointes par des diagonales. La connexion de ces éléments est réalisée à base de connecteurs métalliques, introduits en âme et permettant le brochage des éléments entre eux. Les treillis de croisée donc, sont d'une portée donc, de 65 mètres. Ils ont été réalisés en 6 éléments préfabriqués en atelier, assemblés sur chantier avec une clé d'arc. Les treillis de nef de portée de 50 mètres et de 30 mètres ont été réalisés en 5 éléments préfabriqués en atelier et assemblés sur le chantier. La hauteur du plénum était en relation avec les exigences acoustiques de cet ouvrage et permet une circulation technique.
On peut passer, s'il vous plaît. Merci. L'assemblage des opérations, l'ensemble des opérations d'études de préfabrication ont été réalisées sur notre site de production à Muttersols, en Alsace, qui est effectivement bien un site français aujourd'hui, pour clin d'œil à Manuel. Les éléments bois ont été collés et recollés. Les usinages des pièces en bois ont été produites sur nos machines de taille. D'accord ? Donc, ce que l'on voit, c'est effectivement cet assemblage ici, réalisé à base de connecteurs métalliques brochés, reprenant l'ensemble des diagonales et l'ensemble des membrures. On voit une vue de coupe en profil, là, sur le plénum. Et le complexe acoustique est représenté quasiment 65 cm d'épaisseur, hein, lié à ces exigences. On peut passer. Donc, l'ensemble des produits ont été collés, recollés dans nos ateliers, taillés sur nos machines à commande numérique, nos 4 robots de usinage. L'ensemble des connecteurs et boîtiers métalliques ont été réalisés, découpés, réalisés, produits dans nos ateliers en Alsace, d'accord ? Ce qui a permis d'avoir des préassemblages des treillis dans notre usine qui sont partis par transport pour Paris, pour le Grand Paris, et rentrés chaque nuit dans Paris. Ces éléments ont donc été ainsi réassemblés pour être levés. Là, on voit effectivement le premier levage d'arc, d'accord, qui a permis effectivement de montrer à M. Eiffel qu'on pouvait aussi faire des choses en bois. Bien, alors, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients effectivement de cette technique treillis? Alors, ces techniques treillis en termes d'avantages, bien, elles permettent effectivement incontestablement des grandes portées avec des faibles consommations de bois. Elles permettent effectivement, comme c'était le cas en l'occurrence, là, des plénums importants et des circulations possibles dans ces plénums. Elles permettent effectivement d'avoir des préfabrications et des montages ou des prémontages possibles dans les ateliers. Il est même parfois possible, et cela nous arrive fréquemment, de mixer dans cette technique de treillis les matériaux en utilisant effectivement par exemple des membrures bois et des diagonales en acier. D'accord ? Un de ces inconvénients, pour terminer, alors qui est un inconvénient, mais qui nécessite surtout un grand savoir-faire, c'est la précision liée aux assemblages qui sont fortement sollicités et qui parfois, en termes d'effets pervers, peuvent être amenés à nous faire redimensionner finalement les éléments de bois. Bien entendu, lié à ça, des temps d'usinage importants et des précisions millimétriques, tant au niveau des connecteurs qu'au niveau des assemblages. Donc voilà ma présentation sur le sujet du Grand Palais éphémère de Paris. Je me permets d'intervenir là sur le Grand Palais éphémère et la présentation d'Éric de Taddeo. On a une question là qui demande finalement, est-ce que la totalité du lamelé collé qui a été utilisé sur le Grand Palais éphémère a donc été produit dans les ateliers de Matisse? La totalité du bois lamellé collé produit pour ce Grand Palais éphémère a été produit dans les ateliers de Matisse. La préfabrication donc, des premiers éléments a démarré le 6 juin 2020 pour un premier levage au mois de septembre, d'accord, et on a fini et encyclé l'aspect de production pour aller jusqu'à la fin du chantier en novembre. Donc, on avait anticipé effectivement une partie de cette préfabrication. Et la totalité des éléments ont été préfabriqués. Le bois lamellé collé sont bien garantis à Serbois, Glulam, Matisse. Et ça, vous pouvez le vérifier comme on veut. Voilà. Bon, je pense que ça a répondu à la question qui a été posée. Donc, la totalité du lamelé collé a bien été fabriquée dans l'usine alsacienne de Matisse. Oui, monsieur. Merci. Bonjour, bien, Jean-Marc Provost, je suis directeur marketing d'Arbonis, également le directeur du site de production de Chemillé en Maine-et-Loire. Et je vais donc vous parler d'une dernière évolution, on va dire, du lamellé collé. On a vu avec David les grandes portées, les poutres de grande hauteur, avec Eric les treillis, qui sont deux aspects de la production de lamellé collé assez courantes. Et on arrive sur ce que l'on fait aussi également, les immeubles qu'on va présenter juste après. Voilà. Donc, je vais vous parler, moi, d'un bâtiment de logement très dit à Champs-sur-Marne,
un bâtiment de R+11, donc 11 étages en bois avec des murs façade ossature bois porteurs, donc des véritables murs ossature bois. Sur ce bâtiment, 983 mètres cubes d'épicéa mis en œuvre, donc d'épicéa réalisé lamellé collé en GL28, 7200 mètres carrés de plancher et une indication au niveau des heures. On est à 50% en heures de production atelier, 50% sur chantier. Donc, il y a une grosse part de préfabrication sur cet ensemble. Le système retenu, c'est un système poteau-poutre, qu'on voit ici, donc avec un maillage assez conséquent de poteaux et de poutres, des calculs, donc R+11 assez intéressants, la stabilité étant assurée par la partie en béton milieu, la cage béton, où il y a les ascenseurs et les escaliers et tout ce qui est réseaux principaux. Néanmoins, il y a des transmissions d'efforts qui sont importantes, donc qui sont assurées par les planchers, qui étaient des planchers mixtes bois-béton. Le bâtiment, donc oui, des grosses sollicitations. Je ne cache pas qu'il y a en descente verticale, il y a des gros efforts à reprendre au fur et à mesure, donc des assemblages très précis pour arriver à éviter le moindre jeu, vu que dès l'instant où il y a un petit peu de jeu, c'est compliqué à reprendre, ça amène des phénomènes de déplacement. Le lamellé collé, donc une attention très particulière sur la production de lamellé collé. Donc là, le côté assemblage est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre le moindre défaut dans la réalisation. Les effets, les liaisons, donc comme l'a expliqué Eric, donc les liaisons sont très importantes. Encore une fois, le moindre jeu, c'est du déplacement. Donc on a des assemblages qui ont été vérifiés sous feu, sous effort dynamique, vent et exploitation. Et également pour une mise en œuvre optimale. Bon, les nombres d'heures sont assez importants, mais en fait, on réalisé sur ce chantier, on a réalisé des montages de 500 mètres carrés semaine de plancher complet, donc plancher compris poteau d'étage à reprendre, enfin, étage supérieur. Donc, on est sur des scores de production très rapides, sur des filières sèches. Donc là, beaucoup d'avantages. Le coût de la préfabrication, c'est vraiment très, très intéressant. Un détail donc sur les ferrures d'assemblage qui ont été réalisées, on est sur des tolérances de moins du millimètre. Donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre vraiment, mais bon, comme le disait Eric à l'instant, on est obligé d'être très précis maintenant pour justement garantir des pérennités d'ouvrage. Suivante peut-être, Stéphane. Je parlais de la rapidité de mise en œuvre. Donc oui, les 500 mètres carrés par niveau, donc c'était le niveau complet, hein, c'était les planchers que l'on voit en dalles nervurées, donc bois-béton, connectés bois-béton, donc avec des solives bois et des planchers béton, tout ça réalisé à l'extérieur en atelier forain, donc hors site. On voit la mise en œuvre des poteaux, donc c'est un jeu de construction, hein, tout doit être positionné, oui, quand je dis au millimètre, je répète, mais c'est vraiment très, très précis, on n'a vraiment pas de tolérance. Pour rire, on est toujours en train de parler de l'ouvrage béton qui stabilise, il est beaucoup moins précis en fait que ce que l'on a amené en bois. Donc là, les vérifications tout au long de la production, que ce soit au niveau du collège lui-même ou au niveau des vérifications de métrologie à la fin, sont hyper importantes. Le système de montage, bon voilà, tout à la grue. Et on finit avec des grands volumes. Là, c'était le volume, la photo de droite, c'est le volume avant l'habillage et avant la mise en œuvre des cloisons pour faire tous les logements. On les voit à gauche. Toutes ces structures prévues, ce tableau feu 1 heure, les calduits, tout ça ensemble. Et les murs sont, les poteaux que vous voyez le long des murs étaient intégrés dans les murs à la livraison. Donc, quand on a levé les panneaux du mur ossature bois, on avait également les poteaux qui étaient à l'intérieur. Voilà l'évolution. Stéphane, la suivante, peut-être s'il y en a une. Non, alors je reviens juste sur ce bâtiment. Donc, on est sur une évolution de nos métiers du lamellé collé. On a vu donc les grandes poutres droites réalisées donc, par Briand, des pièces très importantes. Ça a été pendant des années, c'est toujours d'ailleurs une grosse part de l'activité du lamellé collé. Les pièces cintrées ou les pièces treillis, là, Matisse a fait quelque chose de vraiment fantastique sur l'éphémère. Et on revient maintenant on revient sur le bois en tant que matériau de construction dans les immeubles, dans les bureaux, dans les logements. Et tout ça avec des garanties qualitatives de production et de réalisation, grâce entre autres au suivi, au contrôle continu d'Acerbois, qui permet de garantir aux finalités des ouvrages totalement
sécures qui prouvent que le bois est certes millénaire, mais c'est également le matériau du XXIe siècle dans la construction et pas uniquement sur des gros ouvrages, mais on retrouve le bois dans la construction.